plutôt de la, entre guillemets, biologie, de la théologie, des affects, de la psychologie, et également une grande section sur la théorie musicale et une section encore sur la magie. Donc les sujets les plus divers sont abordés, et le sujet de ma thèse était d'essayer de voir le rapport qui peut exister entre, d'un côté, le caractère éminemment presque moderne des mathématiques d'Oren, qui sont très proches de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui l'analyse mathématique. Enfin, on dit parfois que c'est précurseur de tout un tas de choses, mais en particulier, pour dire très brièvement, la géométrie analytique. Et d'un autre côté, une application de ces mathématiques qui est éminemment étrange et étrangère à nos habitudes, et qui, au contraire, donne lieu à une vision du monde très différente de la nôtre, une vision que j'avais appelée, moi, dans ma thèse, une vision presque magique du monde. Et le problème donc, que je m'étais posé, moi, était de faire toujours la jonction entre la partie mathématique et les parties, justement, non mathématiques. Voilà, alors, j'ai proposé de parler, je pense que ce que j'ai proposé est beaucoup trop long, donc je vais essayer de peut-être pas trop lire. J'avais proposé de réfléchir à la question et au rôle de l'imaginaire chez Orem. Je voudrais, avant de parler d'Orem, peut-être parler un tout petit peu plus généralement de l'imaginaire et de l'imagination. Dans un ouvrage d'esthétique récent, qui s'appelle Ce qui n'a pas de prix, l'essayiste Annie Lebrun critiquait l'art contemporain, ou une partie de cet art en tout cas, en soulignant que son esthétisme avait pour effet d'étouffer, sinon pour but, en tout cas l'effet d'étouffer ce qu'elle appelle l'infini qui est en nous, c'est-à-dire la puissance d'imagination grâce à laquelle l'irréalité et le rêve sont possibles et peuvent advenir dans le monde. Dans cette bonne critique, Annie Lebrun met donc en évidence ce que j'appellerais une conception particulière de l'imagination, que j'appelle conception escapiste, parce que elle voit dans l'imagination avant tout une faculté, disons, dont la fonction est de nous évader du réel, ou de l'être, compris comme une totalité, dont il faudrait s'abstraire d'une manière ou d'une autre parce que cet être serait trop étouffant et dont il serait par conséquent urgent de sortir, quitte à y retourner, ressourcé par le rêve et l'imaginaire. Une telle conception est a priori vraisemblable, ou peut paraître vraisemblable dans la mesure où l'imagination se présente ordinairement et intuitivement comme une faculté par laquelle est posé quelque chose d'irréel, une faculté typiquement contrefactuelle. Par elle, l'homme pense ce qui est absent, voire ce qui est contraire aux données sensibles. En ce sens, l'objet propre de l'imagination semblerait être l'irréel, et on comprend par conséquent l'affinité que peut avoir l'imagination avec les activités les plus créatives de l'homme, à savoir en particulier l'art. Et c'est bien sur ce point-là qu'Annie Lebrun insiste. Il me semble qu'une telle conception, donc de l'imagination comme essentiellement faculté d'irréel, faculté escapiste, rend quelque peu mystérieuse la relation, par ailleurs généralement reconnue, entre l'imagination et la science. En quoi une faculté d'irréalité pourrait-elle jouer le moindre rôle pour la connaissance et la compréhension du réel? Et en quoi l'imagination pourrait au fond jouer un rôle dans la science? Il est assez banal de louer les facultés imaginatives d'un savant, à vrai dire, soit qu'on loue par exemple son aptitude à inventer une expérience critique originale pour mettre à l'épreuve une théorie, ou qu'au contraire, il soit en mesure d'inventer audacieusement une théorie tout à fait originale au moyen de laquelle expliquer les phénomènes les plus difficiles à expliquer ou les plus éloignés de l'expérience commune. En ce sens-là, l'imagination scientifique ne semble pas tout à fait
se séparer, se distinguer de l'imagination escapiste dont j'ai parlé. C'est une imagination par laquelle l'homme arrive à innover et à penser quelque chose de radicalement nouveau. Ça reste une faculté d'innovation. Or, il me semble que précisément la science, telle qu'on la comprend, et en particulier telle qu'elle apparaît lors de ce qu'on appelle la révolution scientifique, se caractérise par un usage singulier de l'imagination, un usage qui fait de l'imagination un moyen de connaître le réel plutôt qu'un moyen d'y échapper. On tient généralement comme l'un des symboles de la révolution scientifique, par exemple, la formulation du principe d'inertie. Or, ce principe inertiel est évidemment complètement imaginaire. Il pose une situation contrefactuelle, l'hypothèse du mouvement d'un corps qui ne serait soumis à aucune force, et il essaie d'en déduire l'issue, la conservation du mouvement. Paradoxalement donc, aucune expérience ne peut confirmer cette loi ou ce principe que la science pose à sa base. Au contraire, les expériences sont interprétées à l'aide du principe d'inertie. Dès lors que le mouvement d'un corps est dévié de sa trajectoire, le principe d'inertie permet de supposer, même si on ne peut pas l'observer, la réalité actuelle d'un corps qui exercerait sur le corps en mouvement une force quelconque. Donc, cette imagination, comme présupposé de l'expérience, en est plutôt une anticipation, et on pourrait en fait multiplier à l'infini les exemples de ce genre, comme le principe inertiel. Tout se passe donc comme si l'explication du réel devait paradoxalement en passer par la position d'une abstraction imaginaire. Et c'est, il me semble, peut-être une des thèses principales d'Amos Wittgenstein, d'avoir dit et suggéré que ce qui faisait fondamentalement la révolution scientifique, c'était pas tant un progrès dans la manière d'observer la nature, ou un meilleur rôle donné à l'expérimentation, ou même aux mathématiques, mais plutôt un nouveau rôle donné à l'imagination, comme fondement à partir duquel lui dit construire, en tout cas expliquer le monde tel qu'il est. Une des remarques intéressantes de Wittgenstein, c'est que cette manière ce nouveau rôle conféré à l'imagination trouve son origine, en tout cas on peut retracer son origine, dans la manière scolastique de concevoir la physique, sous la forme de ce que l'on a appelé, de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui encore, la physique imaginaire pratiquée par les théologiens et les philosophes, notamment au XIVe siècle. Alors un exemple par excellence de ce type de physique imaginaire, c'est Nicole Orem, qui est à la fois philosophe et théologien au cœur du XIVe siècle, et qu'on place généralement avec Buridan et Albert de Saxe dans la mouvance qu'on appelle l'école parisienne. Il ne fait absolument aucun doute, quand on prend les travaux physiques d'Orem, que l'imagination y joue un rôle tout à fait fondamental, et que l'imagination même fascine Orem. Néanmoins, quand on essaye d'examiner ce que Orem appelle imagination et le rôle que cette imagination joue concrètement dans sa science, on est nécessairement troublé par la variété en fait de ces fonctions, si bien qu'on finit par se demander si réellement il s'agit d'une seule fonction ou s'il ne s'agit pas de plusieurs fonctions, de plusieurs capacités que l'on a pris l'habitude peut-être nous-mêmes de résumer en un même mot, l'imagination, mais qui en fait s'avérerait tout à fait diverses. Alors j'ai essayé dans cette petite intervention de distinguer trois fonctions différentes de l'imagination que je vais aborder successivement. Selon une première, l'imagination permet aux savants de formuler une hypothèse éventuellement contrefactuelle, ce qu'on appelle parfois une expérience de pensée, pour reprendre une expression plus moderne, et à l'aide de laquelle le réel est interrogé. C'est une fonction que j'appellerais idéalisatrice. En second lieu, l'imagination permet à Orem de mettre en image, de figurer une réalité qui n'est justement pas immédiatement visible, voire qui est occulte. Alors l'imagination est plutôt une fonction ou a une fonction symbolique, non plus idéalisatrice,
Une fonction symbolique qui est capable de détourner la pensée de son objet réel vers une figure qui la symbolise en vertu d'une analogie secrète à définir. Alors l'imagination pense le réel, elle ne pense pas un contrefactuel, mais elle pense un réel qui est caché à la sensibilité, un réel occulte. Enfin, l'imagination est invoquée pour faire apparaître une possibilité mathématique merveilleuse, merveilleuse parce qu'elle implique de manière paradoxale des répétitions à l'infini. En ce sens, l'imagination devient une faculté d'infinitisation d'un processus, de répéter à l'infini un principe dont on a posé les éléments. C'est une troisième fonction que j'appelle récursive de l'imagination. Donc trois fonctions que je vais essayer de présenter par quelques exemples. Idéalisatrice, symbolique et récursive. En chacune de ces trois fonctions, la pensée selon l'imagination, comme dit Orem, est à la fois une faculté et une puissance, mais aussi un risque d'erreur. On peut évidemment confondre l'idéal et le concret, confondre l'image avec le symbolisé, et confondre l'infinité mathématique avec l'infinitude réelle. Ce mélange de puissance et de risque, Orem en a conscience, il essaie généralement de déterminer à la fois la puissance de l'imagination et sa limite, mais la promotion de l'exercice de la science, de la promotion de l'imagination dans l'exercice de la science, n'est pas étrangère en fait d'une manière générale, d'une manière plus générale, à l'affirmation de la puissance générale de l'imagination et des risques qu'elle implique. Donc je vais commencer pour étudier cette réelle fascination pour l'imagination, qui n'est pas strictement propre à Orem, qu'on trouvera chez d'autres auteurs. Je vais commencer par en fait un sujet un peu plus général, le pouvoir général de l'imagination, pour ensuite aborder successivement les trois points que j'ai décrits, idéalisation, symbolisation et récursion. Alors tout d'abord, avant d'observer donc cette imagination à l'œuvre dans les travaux scientifiques d'Orem, je voudrais souligner que l'imagination est elle-même l'objet d'une science de la part d'Orem, et généralement elle fait l'objet d'un passage d'une étude dans les commentaires au traité de l'âme d'Aristote. La grande référence scolastique à la théorie de l'imagination à l'époque n'est cependant pas Aristote, qui parle au fond assez peu de l'imagination dans le traité de l'âme, mais Avicenne. Il est tout à fait ordinaire de comprendre l'imagination à la suite d'Avicenne comme un élément, une fonction qui joue un rôle dans la prise de conscience et dans la prise de connaissance du réel dont je perçois la nature par l'intermédiaire des organes de la sensibilité extérieure. Au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle, la théorie la plus commune, à partir de Roger Bacon, de la connaissance, consiste à comprendre la connaissance comme un processus d'abstraction progressif à partir des données sensibles. Donc l'œil perçoit quelque chose qu'on appelle des spécies, peu importe, et l'organe de la sensibilité extérieure, ensuite, d'une manière ou d'une autre, va transmettre ce qu'il a reçu à l'âme, et il se produit alors un ensemble de processus psychiques d'abstraction à partir desquels ou à l'aide desquels l'objet extérieur devient tout à coup un objet pour l'âme, un objet intellectuel que l'on peut penser et éventuellement connaître. Or, l'imagination, chez Avicenne, est un élément de ce processus d'abstraction. En fait, il y a même deux facultés qui correspondent à ce que nous appellerions l'imagination, qu'Avicenne distingue dans les traductions latines entre imaginatio et fantasia. L'imaginatio, c'est le processus, pour Avicenne, à proprement parler, par lequel l'âme, ou le sens interne, comme le dit Avicenne, s'avère capable d'éveiller en soi l'image d'une réalité absente. Capacité d'éveiller une image sans laquelle, évidemment, il sera impossible de penser à quoi que ce soit. Au contraire, la fantasia, donc distincte de l'imagination, est une faculté à créer des images nouvelles à partir des données sensibles. C'est typiquement la fantasia qui va opérer, par exemple, au cours du rêve. Donc, Orem, lui-même,
reprend dans les grandes lignes cette psychologie d'Avicenne où imagination et fascination et fantasia jouent donc un rôle cognitif et interviennent non pas, vous le voyez ici, pour penser quelque chose d'irréel, mais au contraire pour jouer un rôle d'abstraction dans la prise de connaissance du réel. C'est donc une faculté cognitive. Or, l'un des apports d'Avicenne, c'est le point sur lequel je voudrais insister aussi tout de suite, l'un des apports d'Avicenne consiste justement à avoir essayé de mettre en évidence ce qu'il voyait comme la puissance propre ou le pouvoir de l'imagination, et en particulier ce pouvoir sur les réalités extérieures. Dans le livre des guérisons, par exemple, Avicenne affirme résolument que l'âme, que l'imagination, a un pouvoir non seulement sur le corps propre, mais également sur les réalités extérieures. Que l'imagination est un pouvoir sur le corps propre est à la rigueur une évidence. Tout le monde sait que si un homme imagine la femme qu'il aime, son sang va circuler plus vite. Donc que l'imagination agisse sur le corps est une évidence. Néanmoins, ça devient une opération quelque peu plus mystérieuse dès lors que cette imagination agit inconsciemment et involontairement. C'est ce qui arrive par exemple, tout dit Avicenne, lorsque l'imagination produit inconsciemment sur le corps des stigmates. Ça arrive également lorsque, là encore, selon Avicenne, l'imagination peut produire chez un sujet maladie ou guérison. Mais Avicenne va plus loin puisque l'imagination d'un homme peut également agir sur la matière extérieure, au sens où l'imagination serait capable de guérir ou de rendre malade un homme qui lui serait extérieur, voire même de faire advenir la pluie ou la fertilité d'une terre. Avicenne ne cache pas que, par cette théorie naturelle de l'imagination, il espère en fait expliquer naturellement les miracles des prophètes. Aurème, dans le traité des configurations dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction, et où il met, je vais le montrer tout à l'heure, vraiment en évidence le rôle de l'imagination dans la science, insiste également et lourdement sur ce pouvoir de l'imagination qu'il essaye d'expliquer à l'aide de sa propre théorie. Ainsi, signe du pouvoir de l'imagination pour Aurème, non seulement l'imagination se caractérise par une intentionnalité, donc par sa capacité à présenter un objet, mais elle se caractérise également par sa force ou son intensité. L'intensité à l'aide de laquelle l'objet va être pensé. Et c'est cette force qui va induire chez Aurème un déplacement dans son étude de l'imagination, non pas étudier l'imagination par ses objets, mais plutôt par sa dimension intensive, sa force. Et c'est en étudiant cette force que Aurème va essayer d'expliquer les pouvoirs merveilleux, étranges, que Avicenne avait identifiés dans l'imagination. Je donne un exemple très bref. Aurème veut expliquer, par exemple, ce qu'on appelle la bonne et la mauvaise chance. On sait tous, quand on fait quelque chose, que parfois, pour des raisons qu'on ne connaît pas, une action s'avère heureuse ou malheureuse, sans qu'on ne comprenne quels paramètres, quelles erreurs on a pu commettre dans notre action. Pour Aurème, ceci s'explique par le pouvoir de l'imagination. Il y a une imagination à l'œuvre dans l'action sous la forme de l'espérance. Par exemple, quelqu'un qui attend inquiet l'issue d'une action et qui imagine cette issue dans l'espoir d'une réussite. Or, il arrive, note Aurème, que cette issue soit favorable sans qu'on sache pourquoi. On parle alors de chance ou de bona fortuna. Et dans le cas contraire, là encore dans l'ignorance des causes, on parle de malchance. Aurème propose d'expliquer naturellement cette chance à l'aide d'une analogie balistique, en comparant l'imagination de l'espérance, à la projection d'une lance. La force, dit-il, et la précision du jet d'une lance n'est pas déterminée par la seule force du lancer, mais aussi par la nature de la vibration, le tremblement, dit-il, que le lanceur donne à la lance au moment du lancer. Une bonne vibration, c'est-à-dire une bonne variation de la force au moment du lancer, va améliorer inconsciemment le lancer. De la même manière, donc, pour ainsi dire, une bonne manière d'imaginer ce que l'on espère va induire pour Aurème une chance, et inversement, une mauvaise manière de l'imaginer va induire au contraire une malchance
le tout étant évidemment des effets inconscients de la manière que j'ai d'imaginer. On a donc, dans cet exemple de l'imagination, un premier élément sur lequel je souhaitais insister, à savoir que pour Aurem, l'imagination n'apparaît pas simplement comme objet, mais comme force, et que sa science, la science du traité des configurations, il va la mobiliser pour étudier la manière dont cette force varie, étant entendu que la manière dont une force varie va induire des effets ou les effets les plus étonnants. L'une des thèses, je le dis très brièvement, l'une des thèses majeures d'Aurem dans le traité des configurations tient justement à ceci, que une partie des effets que l'on peut observer dans la nature ne sont pas dus simplement à la force de la cause qui produit ces effets, mais, pour le dire de manière un peu imagée, par la géométrie de cette force, c'est-à-dire la manière dont cette force s'étend dans l'espace ou dans le temps. Pour le dire très simplement, si je cuis un plat, la manière dont la cuisson du plat va avoir lieu, ou l'effet que va produire cette cuisson, ne dépend pas simplement de la force de la cuisson, mais également de la manière dont varie la force de cuisson selon la surface du plat de cuisson. Donc l'effet dépend de la manière dont est distribuée ou dont varie l'intensité d'une force naturelle, que cette force soit matérielle, comme je viens de le dire pour la chaleur, ou que cette force soit psychologique. Alors, l'une des expressions de ce pouvoir de l'imagination chez Aurem, c'est la figure du démon, qui apparaît chez Aurem pour expliquer et pour contrer le nécromant, c'est-à-dire ce faux savant qui prétend connaître les moyens de contraindre les démons à lui obéir. C'est pas que le nécromant soit un imposteur, c'est que lui-même peut être éventuellement convaincu d'agir par les démons ou par la puissance des astres. Il souffre d'une hallucination, il voit le démon par lequel il croit agir, mais son hallucination est inconsciente, et il délire en fait son propre état. L'imagination si puissante dans le cas du mage en vient à produire une hallucination par laquelle le mage projette dans la réalité, dit Aurem, in re, ce qui en réalité n'existe que in imaginatione, dans son imagination. Aurem décrit précisément ce processus de l'imagination, je ne vais pas moi-même le préciser. L'une des choses intéressantes, l'une des remarques intéressantes par lesquelles je voudrais sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que ce pouvoir de l'imagination hallucinatoire qu'Aurem reconnaît chez le mage délirant, il le reconnaît également dans une figure parallèle, mais antithétique, à savoir le prophète. Et le prophète est pour nous déjà une première figure de cet homme pour qui l'imagination a un rôle gnoséologique. Le prophète, comme le délirant, hallucinant, a une imagination puissante. Mais la puissance de son imagination, lui, va engendrer une vision qui cette fois-ci n'est plus une vision fausse, dit Aurem, mais une vision vraie. L'âme du prophète, écrit-il, voit certaines réalités occultes, non pas facilement, mais sous une forme de voile. Aurem lui-même figure ce qu'il entend par réalité occulte. Le prophète, dit-il, peut voir en haut, en bas, sur les côtés. La réalité cachée occulte qui est révélée au prophète est alors la réalité éternelle, en haut, ou c'est une réalité occulte touchant au moment présent, en bas, ou c'est encore une réalité à venir, devant, ou passé, si c'est une prophétie qui enseigne le passé. On a donc ici un rôle gnoséologique qui est donné à l'imagination, qui relève d'une puissance de l'imagination, par laquelle l'imagination est assimilée, nous dit Aurem, à un miroir qui accueille une vision divine dans le cas du prophète, au moyen de laquelle le prophète ne voit pas une réalité contrefactuelle, irréelle, mais au contraire une réalité, mais une réalité qui est occulte. Le prophète voit bien le réel, mais un réel inapparent au commun des mortels. La conclusion de ces premières remarques, c'est que la réévaluation du rôle gnoséologique de l'imagination est à comprendre dans un contexte plus général de mise en évidence
et même de fascination du pouvoir presque magique de l'imagination. L'imagination est intentionnalité, en ce qu'elle vise un objet, une image ou un schème, mais elle est aussi une puissance, une intensité. Et c'est cette puissance qui va être mise au service de la science de la nature, selon des procédés pourtant bien différents, dont on peine à percevoir l'unité, je l'ai dit, sinon peut-être qu'en ces trois aspects que nous allons maintenant voir, l'imagination est mise au service du dévoilement partiel ou complet de quelque chose qui est insensible ou occulte. Je voudrais maintenant aborder donc le premier axe de cette imagination puissante et épistémique, plus que gnoséologique, l'imagination dans sa fonction d'idéalité. C'est sur le fond de cette imagination puissante et éventuellement délirante et hallucinatoire, donc qu'Oren va conférer un rôle à l'imagination dans l'approche scientifique de la raison. On appelle typiquement physique imaginaire la physique élaborée par les philosophes et les théologiens du XIVe siècle. Pourquoi parle-t-on de physique imaginaire ou physique selon l'imagination? On l'entend parfois en un sens faible, qui n'est pas erroné mais qui est insuffisant. Considérons par exemple l'étude physique du mouvement par Orem. Orem démontre géométriquement la loi d'accélération du mobile uniformément accélérée, selon laquelle la distance parcourue par un mobile varie selon le carré des temps. Et la démonstration qu'il propose, la démonstration géométrique qu'il propose, est assez sensible à celle qu'en proposera plus tard Galilée. Or, il est frappant qu'Orem ne cherche nullement à identifier dans la nature de tels mouvements uniformément accélérés. Et on ne trouvera pas en fait chez lui l'idée que la chute d'un corps dans le vide est effectivement un mouvement de ce genre. D'ailleurs, Orem lui-même ne considère jamais de mouvement dans le vide. Le mouvement dont parle Orem est imaginaire au sens où il n'a d'existence qu'hypothétique. Ce mouvement est posé par l'imagination comme hypothèse, il est défini par des conditions initiales, et l'entendement, raisonnant sur l'hypothèse, est capable d'en déduire les conséquences nécessaires mathématiques. On peut généraliser cette remarque à l'ensemble des mouvements qui font l'objet de la cinématique d'Orem. Orem pose une définition d'un mouvement, mais la définition d'un mouvement imaginaire. Ainsi, en ce sens faible, la physique d'Orem n'est pas tout à fait une physique, mais plutôt une mathématique qui apparemment n'a pas grand-chose à nous dire sur le réel lui-même. Néanmoins, la physique imaginaire ne se réduit pas du tout à un jeu spirituel gratuit, et quelques exemples issus du livre du ciel et du monde nous fera comprendre sa signification. Peut-être deux mots sur ce livre. Vous savez qu'il est fréquent au XIVe siècle, même avant, de commenter les traités d'Aristote. Et Orem a produit une traduction commentée du traité d'Aristote, le livre du ciel et du monde, donc traduction du traité du ciel. C'est son dernier grand ouvrage, en 1377. Néanmoins, cet ouvrage n'est pas à comprendre comme ni une simple traduction, ni une simple glose du texte d'Aristote. Il s'agit véritablement de deux textes en un, dont toute la valeur vient de la comparaison entre les deux textes. Et l'intérêt du texte d'Orem tient toujours à la confrontation entre, d'un côté, la physique qu'il crée, et de l'autre, la physique qu'il critique, celle d'Aristote, qu'il critique partiellement. Alors, dans son traité du ciel, Aristote s'efforce de décrire scientifiquement le monde, et il s'efforce, ou il affirme successivement dans le livre 1, la finitude, l'unicité et l'éternité du monde. Chacune de ces idées suppose une argumentation polémique contre les idées contraires, c'est-à-dire l'infinité, la multiplicité ou encore la génération et la corruption du monde. En détruisant les idées de ses adversaires, Aristote finit donc toujours par essayer de montrer la nécessité logique de ce qui est. De sorte que lorsque Aristote en vient à dire que le monde est fini, il ne se contente pas ici d'une description qui constaterait un fait, mais il prend soin de démontrer que cette finitude est nécessaire. Par exemple, la finitude du monde est une conséquence nécessaire de l'observation du mouvement diurne de rotation du ciel. Comment, en effet, pour la demande d'Aristote, comment doit être le monde pour qu'une telle rotation diurne, donc en un temps fini,
Parce que je vais arriver à couper mon téléphone. Bon, je vais attendre que ça passe. Donc, comment comprendre à quelles conditions le monde peut-il opérer une rotation en une journée, donc en une durée finie? Aristote raisonne par l'absurde, en montrant les contradictions qui suivent nécessairement de l'hypothèse d'un corps infini, mais en rotation finie, en rotation diurne. Toutes ces contradictions relèvent en dernière instance d'ailleurs de l'impossibilité supposée de parcourir en un temps fini une grandeur infinie. Donc, Aristote n'ignore pas les raisonnements hypothétiques. En un sens, il pratique lui-même une physique imaginaire. Il imagine ici un corps infini en rotation finie. Il pose, par conséquent, des situations contrefactuelles et idéales. Néanmoins, il ne pose ces situations que pour en déduire des contradictions. Ici, la contradiction interne à l'idée d'un corps infini en mouvement de rotation diurne. La même remarque peut être faite de l'imagination que Aristote propose du vide. Aristote n'hésite pas à imaginer la possibilité du vide, mais quand il le fait, c'est pour, là encore, déduire la contradiction qu'il y a à poser un vide et un mouvement dans le vide. Donc, il y a en un sens une physique imaginaire chez Aristote, où l'imagination a un rôle dans la science d'Aristote, mais c'est un rôle essentiellement critique, qui a pour vocation de poser une hypothèse pour en déduire une contradiction et établir sa propre physique. Orem, lui, procède en quelque sorte à l'inverse. Son but, à l'égard du corps infini, va être de démontrer que ce corps infini est mathématiquement possible, ou en tout cas que les arguments d'Aristote sont insuffisants pour le nier. Je vais revenir plusieurs fois sur la possibilité mathématique du corps infini chez Orem. En revanche, pour le démontrer, il est nécessaire de la part d'Orem de poser une définition claire de ce qu'est une accélération uniforme. Et donc, pour démontrer que l'argumentation d'Aristote est insuffisante, Orem est obligé d'affiner et d'approfondir la compréhension qu'il a du mouvement, et en particulier des variations de mouvement et de l'accélération ou accélération uniforme. Le gain mathématique est évident alors, mais le gain physique ne l'est pas nécessairement. On va voir dans un exemple, un deuxième exemple, comment en réalité cette physique imaginaire au Moyen-Âge fonctionne. Ce deuxième exemple, c'est celui par lequel Aristote essaie de démontrer qu'il n'existe qu'un seul monde. Pour démontrer qu'il n'existe qu'un monde, Aristote, là encore, procède par l'imagination, c'est-à-dire qu'il pose l'hypothèse d'une pluralité de mondes, et va à nouveau essayer d'en déduire des absurdités. Ces absurdités sont en général, ou relèvent en général, moins de l'absurdité que de la contradiction avec les principes de la philosophie naturelle qu'il a posés, par exemple, sa doctrine générale du mouvement naturel et du mouvement violent. Par exemple, s'il y a deux mondes situés l'un à côté de l'autre, l'élémentaire, comme l'élémentaire va naturellement vers le centre, alors que l'élément feu va naturellement à la circonférence, il faudrait, puisque ce sont les lieux naturels de la terre et du feu, il faudrait évidemment que le feu qui soit dans un cas, la question se pose de savoir si vers quelle périphérie le feu d'un monde va aller. Est-ce qu'il va aller vers la première périphérie, la périphérie du monde où il est? Pourquoi n'irait-il pas dans la périphérie de l'autre monde? Autrement dit, cette hypothèse de deux mondes, qui contrevient à la géométrie générale du monde, est physiquement impossible dans les hypothèses d'Aristote. Orem, d'une manière tout à fait classique, à vrai dire, va remettre en question la valeur de l'argumentation d'Aristote et poser en imagination la possibilité de plusieurs mondes. Cela ne veut pas dire qu'il pense qu'il y a effectivement plusieurs mondes, pas plus que n'importe quel théologien en son temps, mais ce qu'il veut démontrer, c'est que l'argumentation d'Aristote n'est pas suffisante.
Autrement dit, je vais prendre, c'est le texte que je vous ai donné, que j'ai intitulé la pluralité des mondes comme troisième imagination. C'est Orem va étudier l'hypothèse d'une pluralité des mondes selon trois hypothèses qu'il appelle des imaginations. Ce sont trois imaginations que je vous donne tout de suite. La première imagination qu'il propose, c'est une imagination successive. Imaginons par exemple que il y ait un monde créé qui ensuite disparaisse et puis auquel succède un autre monde qui à son tour disparaisse, etc., etc. Première imagination. Deuxième imagination de la physique d'Orem, des mondes emboîtés. Imaginons qu'il y ait plusieurs mondes qui seraient emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes, avec un monde à l'intérieur d'un autre. Et enfin, troisième imagination, imaginons simplement qu'il y ait des mondes les uns à côté des autres. Alors, je vais peut-être simplement insister sur la première et la troisième. Je vais dire une chose de la deuxième et je vais essayer d'aller plus vite. La première imagination, pour Orem, celle de la succession dans le temps, n'est pas possible naturellement. Les lois de la nature ne peuvent pas créer et annihiler des mondes. En revanche, note Orem, de manière en invoquant un concept traditionnel, cette possibilité, cette pluralité par succession, est possible selon la toute-puissance de Dieu. Dieu, en effet, a le pouvoir d'annihiler et de créer des mondes. Donc, il a la possibilité, lui, s'il le souhaite, de faire se succéder des mondes qu'il crée et qu'il annihile, et qu'il crée et qu'il annihile. Ce thème de la toute-puissance du monde ou du pouvoir absolu du monde est tout à fait fondamental dans la physique scolastique et la théologie scolastique. En effet, la possibilité du miracle posait un problème de théologie élémentaire. D'un côté, le miracle contrevient au cours commun de la nature, mais de l'autre, il ne peut être question d'admettre que Dieu puisse accomplir une contradiction. Le miracle devait donc être à la fois logiquement possible, tout en étant en contradiction avec le cours commun de la nature. Aussi, les théologiens scolastiques ont-ils été saisis d'une obsession dans leur quête pour augmenter la puissance absolue de Dieu, c'est-à-dire de démontrer que tel acte qui semble contrevenir au cours commun de la nature n'est cependant pas en contradiction avec le pouvoir absolu de Dieu. Or, réfléchir au pouvoir de Dieu, c'est en réalité réfléchir à sa propre imagination, pour autant qu'elle n'est pas contradictoire. Il était généralement admis que Dieu peut tout ce que l'imagination peut imaginer, sans contradiction. Ainsi, le but de cette première imagination semble être assez restreint. Enseigner au lecteur que Dieu aurait pu avoir créé une pluralité de mondes, voire pourrait à l'avenir modifier le cours commun du monde. Ce genre d'expérience de pensée nous apprend quelque chose sur le monde. Ce que cette expérience nous apprend, c'est que le monde, en fait, ou que la nature est contingente. C'est-à-dire qu'elle a en quelque sorte qu'elle est subordonnée au bon vouloir de Dieu et qu'elle possède par conséquent une fragilité qu'Aristote, en démontrant la nécessité, ne lui soupçonne pas. Évidemment, de ce fait, en imaginant d'autres natures possibles, quitte à ce que le physicien ou le théologien ne croit pas cette autre nature réelle, le physicien s'habitue à penser la nature selon un autre cours que le cours commun. Par exemple, même si on ne pense pas qu'il y a plusieurs mondes, évidemment, poser cette hypothèse et montrer que cette hypothèse est possible prépare évidemment l'idée qu'il y a effectivement plusieurs mondes. C'est le cas, par exemple, de la deuxième imagination, l'imagination des mondes emboîtés. Alors, pour Orem, cette imagination, évidemment, du point de vue d'Aristote, cette imagination n'est pas possible du point de vue de la nature. Pourquoi? S'il y a, mettons, un monde à l'intérieur d'un autre, cela voudrait dire qu'il y aurait de l'air, qui est un élément léger, sous un élément plus lourd, la Terre. Or, précisément pour Orem, il ne va pas y avoir là d'impossibilité, et la démonstration d'Orem implique par conséquent une critique implicite de la théorie des lieux naturels proposée par Aristote. Donc, en montrant que des mondes pourraient parfaitement être emboîtés les uns dans les autres, Orem, en réalité, élabore une physique selon des principes autres que les principes de la physique aristotélicienne. Je vais en donner un exemple un tout petit peu différent, mais qui va avec l'idée de nier la théorie des lieux naturels et par conséquent la théorie du mouvement naturel. Orem, dans l'un de ses
l'une de ses imaginations fulgurantes, c'est celle que j'ai appelée vision de l'oscillation dans l'exemplier. Orem suggère l'hypothèse suivante. Il imagine que l'on creuse un puits à travers le monde, d'un bout à l'autre, et qu'on jette une pierre dans ce puits. Et il se demande quel serait le mouvement de cette pierre parvenue au centre de la Terre. Si cette pierre est animée du seul mouvement naturel que lui reconnaît Aristote, alors la pierre doit aller en son lieu naturel. Mais alors elle devrait comme s'arrêter brutalement et instantanément au centre, ce qui répugne l'imagination. La tendance spontanée de l'imagination est d'imaginer au contraire un mouvement d'oscillation de la pierre qui, tombant jusqu'au centre de la Terre, le dépasserait pour ensuite revenir en arrière et, épuisant son oscillation au terme de multiples oscillations, en viendrait enfin à s'arrêter. Cette hypothèse d'un mouvement d'oscillation n'est évidemment pas compatible avec la physique d'Aristote au sens propre. Aristote ne reconnaissant au mouvement de la pierre en chute qu'une seule cause, son mouvement naturel. Mais Orem, pour tout mouvement, qu'il soit naturel ou violent, le comprend comme une combinaison d'un côté d'une inclination naturelle de la pierre à aller vers le centre, comme Aristote, mais également comme l'effet d'une force interne à la pierre, ce qu'on appelle l'impetus ou en français l'impétuosité dans les textes d'Orem, impétuosité qui s'ajoute à l'inclinaison naturelle et qui compose avec cette inclinaison, ou cette inclination, un mouvement d'oscillation. En effet, quand la pierre, jusqu'à ce que la pierre parvienne au centre de la Terre, on peut imaginer que c'est son inclinaison à aller au centre qui prime. Mais lorsqu'évidemment elle dépasse ce centre et qu'elle se remet alors, cette pierre, à aller vers le haut, c'est-à-dire dans le haut relatif vu de l'autre côté de la Terre, alors ça ne peut plus être l'inclinaison qui explique ce mouvement, puisque l'inclinaison devrait au contraire induire un mouvement vers le centre. Il faut donc qu'il y ait une deuxième cause au mouvement de la pierre. Cette deuxième cause, c'est l'impétus. Alors on voit ici comment l'imagination physique, bien que Orem n'essaye pas de produire une hypothèse qu'il essaierait ensuite de vérifier dans l'expérience, son imagination l'amène en fait à envisager quelque chose de radicalement nouveau en réalité. Son imagination l'amène à penser à un mouvement d'oscillation. Et cette description, c'est une remarque de Thomas Kuhn, cette description du mouvement oscillatoire que Orem compare à un mouvement pendulaire est vraisemblablement l'une des premières descriptions du mouvement pendulaire du genre. Autrement dit, l'imagination physique prépare l'observateur à voir dans le monde quelque chose qu'il ne voyait pas en fait jusqu'à présent, à savoir un mouvement d'oscillation compris comme le mouvement d'un objet retenu par une corde qui pourrait en réalité répéter indéfiniment son mouvement si son impétus ne s'épuisait pas. Donc, on le voit ici, le rôle de l'expérience de pensée est de mettre à l'épreuve les principes d'Aristote, mais également de préparer éventuellement une physique contraire à celle d'Aristote, ici une physique qui ne distingue plus, en tout cas où la distinction entre mouvement naturel et mouvement forcé est beaucoup moins radicale qu'elle ne l'est chez Aristote. J'aimerais maintenant prendre comme exemple la troisième imagination, celle que j'ai mise dans l'exemplier, que propose Orem. Alors cette troisième imagination est celle de deux mondes qui seraient situés l'un à côté de l'autre. Or, cette troisième imagination opère un changement décisif. L'imagination, cette fois-ci, s'y révèle moins comme une faculté hypothétique que résolument comme une faculté positive d'affirmation d'une réalité. En effet, posons selon l'imagination que ces deux mondes sont l'un en dehors de l'autre. Alors, Aristote en déduit une impossibilité parce qu'il devrait alors exister un espace vide entre ces deux mondes et Aristote a déjà montré que le vide n'est pas possible. Orem prend radicalement le contre-pied d'Aristote et il note « Je réponds, et me semble premièrement, dit-il, que entendement humain, aussi comme naturellement, se consent que hors le ciel et hors le monde, qui n'est pas infini, est aucun espace quel qu'elle soit, et ne peut bonnement concevoir le contraire. » Autrement dit, Orem est en train d'affirmer cette fois-ci que non seulement l'entendement peut imaginer un espace infini au-delà du monde, mais qu'il lui est impossible d'imaginer le contraire. Alors, je ne vais pas aller vers les arguments, j'avais prévu de vous donner les arguments d'Orem. Simplement,
ce qui est fondamental, c'est que pour Orem, l'imagination nécessaire d'un espace infini induit l'existence de cet espace infini. Et la tradition va retenir comme expression, comme formule pour qualifier cet espace, l'expression espace infini imaginé. Et c'est comme ça que Orem appelle cet espace l'espace qui est donc réel et qui est extracosmique, en dehors du monde, est un espace infini imaginé. Il n'invente pas cette notion vient de Bradwardine, l'idée d'un espace infini imaginé. Je voudrais simplement quand même brièvement donner un argument. L'argument d'Orem, c'est que je connais que chez Orem, sous cette forme-là, c'est un argument qui peut être généralisable, mais sous cette forme-là, moi je l'ai trouvé que chez Orem. Orem suppose que la dernière sphère du monde aurait une bosse. Après tout, même si ce n'est pas le cas naturellement, c'est possible selon la puissance de Dieu. Alors imaginons que Dieu décide de faire du monde non pas une sphère parfaite, mais une sphère avec une bosse. Vu que le monde a cette rotation diurne dont j'ai parlé, cette bosse va elle-même avoir une rotation diurne. Mais alors il faut bien évidemment que cette bosse, qui est un plein de matière, occupe un lieu qui préalablement était nécessairement vide de matière. Et donc il faut bien que ce lieu existe. Il faut donc bien qu'il y ait un espace vide pour que cette bosse puisse se mouvoir. Et inversement, il faut bien que cette bosse, une fois que cette bosse s'est mue, elle doit laisser un espace qui ne peut être que vide. Par conséquent, la puissance absolue de Dieu, qui est un principe théologique, induisant la possibilité pour Dieu de créer une bosse, ou plus généralement un autre monde en dehors du monde, il est nécessaire que cette bosse ou ce lieu soit quelque part. Par conséquent, la puissance absolue de Dieu induit nécessairement, et non plus hypothétiquement cette fois-ci, induit nécessairement l'existence d'un espace infini. Espace, donc qu'Orem appelle imaginé, mais l'expression spatium imaginatum va être conservée jusqu'au XVIIe siècle dans la philosophie scolastique, et on trouve dans les traités de théologie scolastique, de physique scolastique du XVIIe, un chapitre généralement consacré à la question de l'espace imaginé. Espace imaginé et donc non pas espace imaginaire. Donc on voit ici, cette fois-ci, que l'imagination scientifique joue un rôle tout à fait différent par rapport à ce que j'ai indiqué tout à l'heure. L'imagination, paradoxalement, pose un existant. Ce que l'imagination pense, parce qu'elle le pense sans contradiction, et parce qu'elle est une nécessité requise par la puissance de Dieu, cette imagination pose quelque chose de réel. Donc l'imagination en science, on le voit, commence avec Orem à devenir une faculté, non pas simplement contrefactuelle, mais réellement une faculté de vision du réel. Je pourrais vous le montrer par d'autres points qui concernent la démonstration par Orem, je me contente de mentionner le fait. Orem, toujours dans le livre du ciel et du monde, s'efforce de démontrer par l'imagination, le mot est toujours explicite, que l'espace ne peut avoir que 3 dimensions. Et son argumentation va être qu'il est impossible d'imaginer une 4e dimension. Donc vous le voyez, l'imagination, par sa capacité ou son incapacité, commence à être un critère valable pour deviner, déterminer la manière d'être, non pas d'un imaginaire, mais bien du monde tel qu'il est. On a donc ici une fonction que j'ai appelée une fonction idéalisatrice, de l'imagination par laquelle la faculté d'imagination pose un idéal, pose des hypothèses contrefactuelles, mais on l'a vu, cette tendance mène à terme à une imagination si puissante qu'elle est capable de poser en fait un factuel, un réel. Il y a néanmoins une dimension tout à fait différente de l'imagination dont j'aimerais maintenant parler, faculté non pas idéalisatrice, mais ai-je dit symbolique de l'imagination. Alors pour l'étudier, je vais maintenant me tourner vers un autre ouvrage d'Orem, à savoir le traité des configurations, des qualités et des mouvements. Alors, je vais essayer d'indiquer brièvement de quoi il s'agit, sans trop insister sur la partie historique. Pour des raisons donc, que je ne vais pas préciser, la philosophie scolastique, en particulier à Oxford,
dans le deuxième quart du XIVe siècle, avait développé une science nouvelle appelée science de la latitude des formes, partant de l'observation courante que les qualités, par exemple la chaleur que l'on sent le long d'une surface de bois, peuvent ne pas être d'égale intensité sur toute la surface, ou encore qu'un mouvement, un déplacement par exemple, peut varier en intensité, c'est-à-dire en vitesse, être plus ou moins rapide, pendant une durée déterminée. Ces philosophes, logiciens ou mathématiciens ont commencé à développer des méthodes nouvelles pour résoudre des problèmes mathématiques nouveaux touchant la distribution, la variation, les maxima et les minima, les moyennes, les limites, la mesure de ces variations, etc. Ce sont ces variations intensives, selon une durée, selon une surface ou selon un volume, qu'Orem appelle une configuration, la configuration d'une qualité. Et la configuration d'un mouvement correspond à la variation de l'intensité de sa vitesse selon une durée ou là encore selon un espace. Ainsi, la lumière du jour n'est pas toujours égale à elle-même, mais elle varie sans cesse. Et la densité d'une masse n'est pas toujours homogène et peut être diversement distribuée. Un corps peut être plus ou moins lourd en un point plutôt qu'en un autre. Ces réalités intensives ont donc une configuration. L'étude annoncée par Orem dans le traité des configurations prend pour objet ces différentes manières de varier pour une intensité, uniforme si l'intensité est partout égale, difforme si elle est en partie inégale, difformément difforme si elle est partout inégale, et enfin uniformément difforme, si l'inégalité progresse selon un taux constant. Néanmoins, la grande prouesse mathématique d'Orem, et la particularité, et qui est précisément ce qu'il appelle mon imagination, consiste à avoir défini un modèle géométrique pour figurer ces variations. Alors j'ai mis dans l'exemplier, je pense, voilà, on peut prendre sur la diapositive numéro 2 tout de suite. Vous pouvez voir la figuration des qualités et des mouvements par Orem. Je vais commenter très brièvement directement les schémas. On voit que sur ces trois schémas, Orem a figuré des qualités à l'aide de figures géométriques. Un rectangle, un triangle rectangle et un demi-cercle. Il appelle la première une qualité rectangulaire, la deuxième une qualité recto-triangulaire et la troisième une qualité semi-circulaire. Alors que veulent dire ces figures? Comment les interpréter? Pour Orem, dans ces figures se distingue une ligne de base, la ligne qui est en bas de la figure, et une ligne de crête, la ligne qui est en haut de la figure. La base représente ici ce qu'on appelle le sujet, ici ramené à une ligne. Par exemple, une tige de bois qui serait infiniment fine. Les hauteurs, elles, représentent l'intensité, par exemple, de la chaleur qui informe cette tige de bois. Donc, le sens de la figure rectangulaire est que l'intensité de la chaleur sur toute la longueur de ma tige de bois est uniforme, toujours égale. Au contraire, le sens de la figure recto-triangulaire est que la chaleur d'un bout à l'autre de ma tige de bois augmente, mais augmente, comme vous le voyez, à taux constant. C'est-à-dire qu'elle augmente toujours d'une même quantité de chaleur pour des portions égales de ma tige de bois. Enfin, la qualité semi-circulaire, elle, représente une variation intensive, dont vous voyez tout de suite et immédiatement qu'il est difficile de la définir analytiquement. Alors, le centre de l'étude d'Orem consiste donc à poser une analogie entre d'un côté des figures géométriques et de l'autre des qualités et des mouvements. L'un représente analogiquement l'autre. Orem justifie de différentes manières ce symbolisme des intensités par lesquelles donc des qualités sont figurées par des figures. Mais sa première référence est justement Aristote. Je cite, Aristote imagine, dit-il, le temps au moyen d'une ligne, donc étendue. Or, ceci n'a de sens pour Aristote que parce que l'intensité est une, que le temps est une grandeur continue, ou en tout cas est continue, et peut donc être assimilé à une grandeur continue. De sorte que, par exemple, il existe une analogie au sens mathématique
entre un rapport de grandeur, un rapport de ligne, et un rapport de durée. De même qu'il peut y avoir une durée double à une autre, on peut représenter ces durées doubles par l'aide de lignes dont l'une est la double de l'autre. C'est intéressant de noter ce modèle aristotélicien de la part d'Aurène parce qu'il est en fait assez classique de dire que le temps, justement, ne doit pas être représenté ou symbolisé sous la forme d'une ligne et que Aristote a commis tout un ensemble d'erreurs à cause de ce genre d'imagination symbolique. Sans aller dans le détail, c'est la raison pour laquelle Grosseteste, par exemple, un théologien du XIIIe siècle, remarque qu'Aristote ne comprenait pas en quoi consiste l'éternité, parce que Aristote pensait que si le monde a un début, il doit nécessairement y avoir quelque chose, un temps, avant ce début. Et Grosseteste explique cette mécompréhension de l'éternité par le fait que justement Aristote se représente le temps sous la forme d'une ligne et que du point de vue extensif, il est nécessaire qu'avant un point, il y ait un espace. Or, dit Grosseteste, c'est là une manière de confondre le corps et l'esprit. L'imagination est une faculté du corps, parce que l'imagination ne peut qu'éveiller des images qui lui ont été transmises par les organes sensibles. Or, il existe dans le monde toute une partie du réel, les réalités spirituelles, que l'homme ne peut pas se représenter sans erreur sous la forme d'une image ou d'un corps. L'imagination, dans la tradition scolastique, était donc d'une valeur ambiguë. D'un côté, il est vrai, la théologie avait l'habitude de procéder par figure, et il est tout à fait commun de noter qu'un texte biblique peut être pris en un sens littéral ou en un sens spirituel ou allégorique. Par exemple, quand dans la Bible il est question du bras de Dieu, le texte n'est pas à prendre au sens littéral, mais doit être compris, nous dit Thomas, en un sens spirituel. Le bras de Dieu figure la puissance active de Dieu. Par conséquent, le sens spirituel est figuré dans la théologie scolastique par une image. Mais l'image, évidemment, est trompeuse, elle aide, elle soutient la pensée, mais elle est également susceptible d'être erronée. Le problème se pose exactement de la même manière pour Aurène. Une intensité, pas plus que l'éternité ou que toute autre réalité spirituelle, n'est pas en réalité, ne peut pas être confondue avec une image corporelle, parce qu'elle n'est pas réellement divisible. Une qualité, en effet, la qualité moins intense n'est pas une partie de la qualité la plus intense. Par exemple, un son aigu est effectivement plus intense que le son grave. Il est plus intense en hauteur. En revanche, on ne peut pas dire que le son grave soit une partie du son aigu, puisque alors tout son qui serait entendu serait toujours entendu simultanément avec tous les sons plus graves que lui-même, ce qui engendrerait évidemment une cacophonie énorme. Donc une qualité, un son est toujours simple, il n'est pas composé de parties, donc il n'y a pas de sens à représenter un son sous la forme d'une ligne, qui elle a des parties. Et ce principe, Aurène le généralise volontiers à toute qualité. Une qualité, en réalité, est toujours quelque chose de simple, et n'est jamais divisible en parties. Et la qualité la moins intense n'est jamais une partie de la qualité la plus intense. Pourtant, dit-il, c'est le texte que je vous ai mis en dessous, pourtant, dit-il, il est possible d'imaginer fictivement ou mathématiquement une composition graduelle des qualités. Autrement dit, il est possible d'assimiler fictivement les qualités à des totalités composées de parties. Cette imagination mathématique est fictive, mais elle va permettre, nous dit Aurène, de mesurer les qualités et par exemple de déterminer, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le temps, de déterminer qu'une qualité est double d'une autre et d'assimiler le caractère double d'une qualité à une surface qui serait double d'une autre, la surface qui représente symboliquement la première surface. Donc, mathématiquement, Aurène enseigne comment figurer des qualités par une imagination mathématique. Néanmoins, ce que je voudrais essayer de montrer ici très très vite, parce que ça fait déjà un moment que je parle, c'est que cette imagination mathématique travaille elle-même les figures. En effet, il ne s'agit pas simplement pour Aurène
de représenter ou de représenter un diagramme de la qualité. La première victoire d'abord d'Orem est d'obtenir un décompte de ces difformités, de ces manières de varier pour une qualité, et de définir les règles par lesquelles on peut composer toutes ces formes de variation. Autrement dit, nous savons intuitivement qu'il y a une infinité de manières pour une qualité de varier en intensité. Mais en revanche, nous ne sommes pas capables de voir cette infinité. Le premier rapport de sa mathématique figurative, c'est justement de donner enfin à quelque chose qui est a priori occulte, caché, la manière subtile dont varie une intensité, une image visible, et de lui donner une existence pour le savant. Ceci est si vrai, on peut prendre dans la diapositive 3, qu'Orem donne aussi une image de ce qu'il appelle des particules de qualité. En effet, les qualités, je l'ai dit, peuvent être comprises comme composées de parties. Et donc, il est commode d'imaginer des particules de qualité comme partie des qualités que nous pouvons sentir. Alors, il prend l'exemple du poivre et de la chaleur du poivre. Il se demande pourquoi le poivre est si piquant. Pourquoi, autrement dit, le poivre est si chaud. Et il fait l'hypothèse que les micro-particules de chaleur qu'il y a dans le poivre, la micro-qualité qu'il y a dans le poivre, a une configuration tout à fait spéciale sous la forme de séries pyramidales, comme vous le voyez sur le graphe, la particule de chaleur du poivre, qui est donc une série que Orem figure, mais qui figure quelque chose d'invisible. Non pas simplement parce que c'est une variation intensive, mais également parce que c'est une micro-variation. Et on peut dire la même chose de très nombreux phénomènes naturels qu'Orem essaye de mettre en évidence. Il essaye également de faire une micro-acoustique, et il détermine également des micro-mouvements. Je voudrais aller tout de suite vers un exemple que je trouve saisissant de ces micro-variations. Orem, dans un de ses ouvrages qui s'appelle Les questions sur la géométrie d'Euclide, en vient à poser un mouvement imaginaire, comme je l'ai dit, mais un mouvement imaginaire qu'il va figurer à l'aide de son imagination, comme il dit, entre guillemets, donc à l'aide de sa méthode de figuration. Or, il pose ceci. Supposons, je vous donne d'abord sa conclusion, si surprenante soit-elle. Supposons un mobile A qui se déplace selon une rapidité que l'on imagine se terminer comme un angle de contingence. Donc on imagine un mobile qui se déplace selon une rapidité qu'on imagine se terminer comme un angle de contingence, et un autre mobile B selon une autre rapidité qu'on imagine se terminer selon un angle rectiligne. Alors, cette proposition, dit-il, est vraie, semble-t-il, que, ouvrez les guillemets, A est mu infiniment plus lentement que B, sera vrai, et cependant, A ne sera jamais mu plus lentement que B après qu'il sera mu. En effet, par quelque lenteur que l'un soit mu, l'autre l'est aussi. Alors, je vais essayer, et ce sera peut-être ma conclusion, en fait. Je dirai encore 2-3 petites choses, mais en résumé. Je vais essayer de commenter brièvement cette analyse. Que va-t-il dire par supposons un mobile, imaginons-le en mouvement, est un mouvement qui se termine en angle de contingence. Donc, regardez le graphique de la diapositive 4. Vous voyez, vous avez une ligne de base, une ligne horizontale et un demi-cercle. C'est la ligne A. C'est la figure qui représente le mouvement dont parle Orem, un mouvement qui est terminé, dit-il, en angle de contingence. Pourquoi? Ce qu'on appelle un angle de contingence, c'est l'angle que fait un arc de cercle avec la tangente au point de contact entre cette tangente et l'arc de cercle. Donc, on a ici, effectivement, le mouvement dont parle Orem. La ligne B, elle, correspond au mouvement du mobile B. On a un mobile qui, lui, suit un mouvement, là encore décroissant, mais selon une ligne droite, donc un mouvement uniformément décroissant. Alors, que nous dit en fait Orem? Il dit que la rapidité de A est figurée, c'est ce qu'il dit, par un triangle, donc en fait par cette figure à 3 lignes, dont la ligne de crête est cette ligne circulaire. Ainsi, d'un côté, pour toute intensité IA, donc pour toute intensité du mobile A, pour toute rapidité,
de A, il existe un moment où, si petite que soit cette intensité, il y aura une intensité de B, du mobile B, qui lui sera égale. Il est clair que si on regarde le graphique, si petite que soit ma ligne en pointillé, vous voyez, quelle qu'elle soit, supposant cette ligne qui coupe la ligne A, je serai capable de trouver une hauteur intensive pour la ligne B qui sera égale. Parce que la hauteur du triangle B est infiniment décroissante jusqu'à 0. Néanmoins, l'angle de contingence, néanmoins, d'un autre côté, le rapport variable entre l'intensité IA et l'intensité IB, donc si je prends à un moment donné, au même moment, la rapidité de A et la rapidité de B, ce que l'on constate, c'est que le rapport de l'intensité IB sur IA augmente indéfiniment. C'est ça que veut dire Oren. L'angle de contingence, qui n'est définissable que géométriquement, puisque précisément sa mesure est problématique, parce que l'angle de contingence a la propriété géométrique d'être plus petit que tout angle rectiligne. C'était donc l'exemple visuel classique pour réfléchir à ce que l'on appellerait aujourd'hui les grandeurs non archimédiennes, les grandeurs qui sont infiniment plus petites qu'une autre grandeur. Donc cet angle-là, étant la hauteur qui va conduire de la base à la ligne semi-circulaire, est certes infiniment décroissante, comme la hauteur du triangle rectangle, mais elle est infiniment décroissante. Et donc, le rapport entre les deux lignes va infiniment augmenter. Ce qui est très intéressant avec ce mouvement étonnant, vous voyez, que décrit Oren, c'est que ce mouvement ne peut être décrit que grâce à la symbolisation géométrique du mouvement. Il n'est pas possible de définir un tel mouvement de manière analytique, en décrivant par des valeurs la manière dont la vitesse diminue selon les unités de temps. Seule la figure géométrique donne un sens à ce mouvement. D'une manière générale, Oren, donc, est capable de penser, grâce à cette figure géométrique, des réalités qui n'étaient pas pensables, ici un mouvement infiniment décroissant, un infiniment petit, qui n'était pas pensable sans la géométrie. Alors, je vais terminer là-dessus, parce que ça fait déjà un moment que je parle. C'était mon troisième point. Je voulais proposer d'autres choses sur le travail du mathématicien. Mon exemple, je vais le dire en une phrase. Le fait qu'Oren pose des figures géométriques l'amène par conséquent à approfondir et à explorer par le symbole lui-même l'objet qu'il étudie et, par exemple, à apporter à l'objet qu'il étudie, qualité des mouvements, les manipulations de la géométrie. Par exemple, je ne vais pas le décrire plus que ça, je vais simplement vous le montrer visuellement, vous allez comprendre. Si vous prenez la figure qui est en dessous, la figure qui est en dessous représente un certain mouvement, un mouvement infini. Or, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que si vous prenez la feuille suivante, vous allez voir qu'Oren se contente de renverser, de faire une rotation de 90 degrés de cette figure. Or, en opérant cette rotation, la première figure qui avait un sens, elle avait un premier sens quant au mouvement, elle indiquait un mouvement qui se produisait pendant une durée infinie, acquiert par une rotation un nouveau sens, puisqu'il signifie cette fois-ci un mouvement qui augmente en rapidité de manière infinie. Autrement dit, la même figure géométrique, quand on la manipule, qu'on opère une rotation, va nous faire découvrir un nouveau théorème physique sur le mouvement ou les qualités. Oren va multiplier ce genre d'exploration symbolique de son objet, et en fait, il y a beaucoup d'exemples où Oren se montre extrêmement habile, où il imagine des mouvements dans ses figures, etc. Alors simplement, j'insiste simplement sur le fait que quasiment explicitement, cette faculté imaginative, symbolique, est hallucinatoire chez Oren, puisque pour lui, les lignes intensives que moi je représente sur une feuille de papier ne sont pas figurées sur une feuille de papier, elles sont figurées dans la chose. In re, dit-il. J'imagine dans le sujet des lignes fictives d'intensité qui s'en élèvent de manière perpendiculaire. Littéralement, les mathématiques sont hallucinées dans le monde pour arriver à révéler des choses occultes et les mesurer. Alors, le dernier point sur lequel je voulais insister concernait ce que j'ai appelé la récursivité.
En effet, l'imagination, je vais me contenter de l'indiquer, l'imagination mathématique, pour Orem, intervient d'une troisième manière tout à fait fondamentale, et c'est là que l'imagination apparaît comme nécessaire. Elle intervient essentiellement pour répéter indéfiniment un même processus. Et c'est une caractéristique de l'imagination mathématique d'Orem que de démontrer ce qu'il appelle des merveilles mathématiques, des mirabilia, par exemple une surface finie qui serait entourée de lignes qui ne se ferment pas, donc de lignes qui sont infinies, donc une surface finie enfermée dans des lignes, justement qui n'est pas enfermée dans des lignes qui, elles, restent ouvertes. Phénomène merveille mathématique, dit-il, et qui l'amène en réalité à saisir une relation, presque une métrique, entre le fini et l'infini, ou ce qu'il appelle un rapport entre l'infini et le fini. L'imagination mathématique d'Orem l'amène alors à penser des choses, des réalités qui sont complètement étrangères à Aristote. Par exemple, et je terminerai là-dessus, dans une question où il s'interroge sur la possibilité d'un cercle infini, et vous retrouvez le problème que j'ai posé tout à l'heure du corps infini. Orem va démontrer que l'idée d'un cercle infini n'est pas tout à fait absurde. Il va définir un processus, donc un principe d'exhaustion, par lequel il va construire un cercle infini. Par exemple, je prends un rayon et j'augmente progressivement le rayon, donc fatalement, je crée un cercle de plus en plus grand. Évidemment, ce processus ne se termine pas. Alors, Orem invente l'idée de mesurer l'opération du mathématicien lui-même à une durée. Au lieu de dire simplement augmentons le rayon continuellement, Orem dit augmentons-le en 1 heure. Il considère 1 heure de temps et il divise le temps en parties proportionnelles, une demi-heure, un quart d'heure, un huitième, etc. Et il dit, prenons un rayon. Pendant la première moitié du temps, la première demi-heure, on double le rayon. Pendant le quart d'heure suivant, on triple le rayon. Pendant le huitième suivant, etc., etc. Or, ce processus doit se terminer. Il doit se terminer en 1 heure. Le mathématicien, évidemment, ne pourrait pas opérer ce nombre infini d'opérations mathématiques, mais, ajoute Orem, Dieu le peut. Dieu est capable de procéder à une infinité d'opérations mathématiques. Par conséquent, ce cercle que j'augmente progressivement doit bien être dans un certain état au terme de cette opération. Quel est cet état? Eh bien, Orem le pose ainsi. Il y a bien quelque chose qui est infini, mais ce quelque chose ne peut pas avoir une figure. Alors, vous le voyez dans ce dernier exemple, l'imagination mathématique commence à rentrer en conflit avec l'imagination figurative dont j'ai parlé avant. Cette imagination permet de penser un infini, mais un infini qui n'a pas de figure, un infini merveilleux. Et Orem multiplie les exemples de ce genre où, justement, cette nouvelle imagination scientifique l'amène à penser l'infini et penser des limites, penser des passages à la limite qui sont inaccessibles à la pensée d'Aristote et qui rentrent en conflit avec l'imagination au second sens du terme. Alors je vais conclure maintenant brièvement. Ce que je voulais vous montrer, c'est premièrement que l'imagination, l'imaginatio, a réellement fait l'objet au XIVe siècle, pas seulement chez Orem, mais en général, d'une fascination, et en particulier d'une fascination scientifique. Le mot va être introduit en français chez Orem ou chez quelqu'un comme Évrard de Conti, où le mot imagination sert presque à parler de théorie. On trouve par exemple chez Évrard l'expression l'imagination de Ptolémée, presque au sens où nous dirions la théorie de Ptolémée. Donc l'imagination, effectivement, acquiert un rôle nouveau en science. Mais il n'est pas évident de définir la nature de cette imagination. Cette imagination est-elle simplement une faculté contrefactuelle? Est-elle une faculté figurative? Ou est-elle une faculté, au contraire, récursive et infinitive? On voit qu'elle opère différents rôles et que ces rôles sont en contradiction les uns avec les autres. Alors, avons-nous raison de placer toutes ces opérations sous l'égide d'une même faculté? Est-ce qu'on a raison de voir dans toutes ces choses de l'imagination? Est-ce qu'on ne peut pas être contrefactuel sans être imaginatif? Est-ce qu'on ne peut pas être imaginatif sans être contrefactuel ni infinitiste? Voilà la conclusion sur laquelle je m'arrêterai. Voilà, je vous remercie. Alors, je
Bon, je reprends brièvement la parole, mais d'abord pour vous remercier sincèrement vraiment ce très joli exposé, où en même temps, on a enfin, ce qui pour moi est frappant, c'est qu'on a une impression, très grande impression de familiarité, en même temps qu'une très grande impression d'étrangeté. Et Tout à fait. on est un peu perdu par, bah, par cette contradiction. En même Oui. temps, vous nous dites des choses qui sont familière et même évidemment élémentaire du point de vue mathématique, si on veut, mais en même temps, on a une espèce de doctrine des facultés qui n'est plus du tout celle à laquelle on est habitué. Moi, avant de passer la parole à ceux qui veulent l'apprendre, j'aurais quand même une question, mais trop grossière, c'est est-ce que, étant donné tout ce que vous nous avez dit, est-ce que vous pourriez nous dire en un mot si et comment Galilée représente une rupture avec Alors, tout ça. il, Y a-t-il rupture et laquelle? Mais bon, bien sûr, oui, il y a plusieurs choses à dire. Bon, à part oui, l'ampleur du travail de Galilée, mais si je prends sur des points très précis, mettons sur la théorie du mouvement, ou sur la euh, chute des graves, comme vous et nous donc avez voilà, sur la chute des graves, alors peut-être la différence essentielle, si je m'en tiens à la question de l'imagination, pour Galilée, on pose en général que sa cinématique procède par imagination de mouvements idéaux. Et à partir de ces mouvements idéaux qui procèdent par abstraction des conditions réelles, disons par simplification, on va ensuite penser le mouvement réel. Alors ça, on ne voit pas ça à l'œuvre chez quelqu'un comme Oren. Il n'y a pas l'idée que l'imagination peut servir à inventer un idéal au moyen duquel on va ensuite étudier le mouvement réel. En fait, Orem n'essaye jamais de mesurer des mouvements réels. On ne voit pas Orem ni des mouvements d'hélicalité. Quand Orem pense un mouvement, c'est toujours un mouvement imaginaire qu'il définit lui-même. Un mouvement, par exemple, supposons un mouvement qui, pendant une journée, accélère, etc. Il ne va pas se demander, par exemple, il ne va pas essayer de mesurer la chute d'un corps pour une raison très simple, c'est que pour Orem, parler du mouvement dans le vide, de toute façon, n'a pas de sens. Orem ne va pas isoler le mouvement d'un corps du milieu résistant dans lequel le mouvement se fait. Donc, l'idée même d'une abstraction qui pourrait servir de principe à une science, ça, c'est tout à fait étranger plus, même si on trouve des éléments, même chez Orem, on va trouver des éléments qui pourraient aller dans ce sens-là, mais c'est globalement étranger à ce que fait Orem. Bah, écoutez, là, on a envie, oui, on aurait envie d'en savoir plus parce que c'est vraiment étrange, justement, ce principe d'abstraction qui, cependant, n'est pas Oui, tout à fait, oui, oui. appliqué au monde INRE. Enfin, Oui, qui n'est pas appliqué in re, mais qui finit par tout à coup être appliqué in re, mais d'une manière qui est un peu différente et qui est justement pas celle de Galilée. Là aussi, ça peut être une différence, c'est que jamais Galilée ne dit, par exemple, ce que je pense en imagination devient une position dans le réel, à ma connaissance. Quand Galilée pose quelque chose, ensuite, il va faire l'objet d'une expérimentation réelle qui, elle, a vocation tout de même à mettre à l'épreuve, d'une manière ou d'une autre, l'idéalité qu'il a posée. Alors qu'on ne voit jamais ça chez quelqu'un comme Orem. Il n'y a absolument pas l'idée qu'on va essayer d'expérimenter, de mesurer quelque chose pour confronter une hypothèse. Par contre, il y a l'idée que l'imaginaire peut voir le réel. l'imaginaire peut voir le réel. Voilà, que l'objet qui est posé par l'imagination, parce qu'il est posé par l'imagination, est un objet réel. C'est l'exemple de ce que j'ai appelé l'espace infini imaginé, qui est, je trouve, un exemple tout à fait étonnant, puisque cet espace, il est imaginé, mais il est en même temps réel. Vous voyez? Mais je m'excuse, c'est la dernière. Ouais. Pourquoi alors, encore une fois, pourquoi ce mouvement peut-être parabolique ou je ne sais pas comment dire, imaginé, lui, n'est-il pas réel? Ou n'est-il pas en conjonction avec le mouvement d'une pierre? Ah, dans les mouvements dont j'ai parlé avant, parce qu'à chaque fois, ce mouvement imaginé est obligé de faire abstraction des conditions réelles du mouvement, par exemple, du milieu dans lequel le mouvement a lieu. Quand on REM étudie un mouvement, par exemple, un mouvement de chute, il va pas forcément, quand il parle de la chute, il peut éventuellement faire abstraction du milieu résistant. Mais alors, il a conscience que ce mouvement n'est qu'un mouvement imaginaire. Ce qu'on ne voit pas à l'œuvre chez Zorem, c'est la tentative de mesurer concrètement. Voyez, c'est pour ça que jamais cet imaginaire ne se confronte au réel. Il n'y a pas de mesure.
Alors, s'il n'y a pas une mesure, par ailleurs, chez Orem, c'est pour une raison, à vrai dire, assez compréhensible. D'une manière générale, Orem pense qu'on ne peut pas mesurer les intensités. Et on ne peut pas mesurer les intensités parce que justement, il pense, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, mesurer une chaleur? Si je veux mesurer une chaleur, je mesure en réalité l'effet de la force de chaleur sur un thermomètre. Or, pour Orem, l'effet de la chaleur sur un thermomètre ne dépend pas simplement de la force de la chaleur, mais également de la géométrie de cette chaleur, de la manière dont la chaleur va être distribuée sur le thermomètre. Donc, en fait, la hauteur de la colonne de mercure ne me dit rien de la force, de l'intensité. L'effet est un combiné de l'intensité et de la figure géométrique de cette intensité. Donc, en fait, ce n'est pas qu'Orem ne mesure pas, c'est qu'il pose qu'on ne peut pas mesurer ces intensités. Voilà. Bon, je vais me taire en m'excusant d'avoir été un peu long. Du moins, s'il y a des gens qui sont prêts, qui ont envie de poser des questions, par exemple Florian, dont j'ai l'impression qu'il veut apparaître, mais j'en sais rien. C'est les mystères de. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, si vous avez une question, c'est comme d'habitude, vous apparaissez tout simplement et vous la posez. Ah ben voilà, il y a quelqu'un. Je m'en vais. Une question, bonjour. Bonjour. C'était effectivement absolument passionnant. Et bon, une question, Monsieur Lechac parlait de Galilée, donc ma question concerne un contemporain de Galilée, c'est Giordano Bruno. Il y a des notions que vous avez fait apparaître chez Orem sur, par exemple, qui sont extraordinaires, hein, la multiplicité des mondes et le caractère infini de l'univers. Et donc, ma question, c'est Orem Bruno, a-t-il lu Orem? Alors, c'est vraiment une question, c'est la question que l'on essaye, en fait, on sait par exemple, on a des éléments pour dire que d'une manière ou d'une autre, les textes d'Orem semblent avoir été oubliés. Donc, le traité des configurations dont j'ai parlé, il n'y a pas de référence directe au XVIIe siècle à ce texte-là. Donc, en général, il n'y a pas de référence directe à Orem. En revanche, on peut imaginer des références indirectes. Donc, que Bruno ait lu quelqu'un qui a lu Orem. Et donc, ce serait plutôt ça la question. Mais là, c'est vraiment l'enquête historique. Et en général, pour nous, justement, ces ensembles de faits, alors là, je ne parle pas de la pluralité des mondes, je parle plutôt du traité des configurations. Pour la pluralité des mondes, je ne saurais pas vous répondre. Mais d'une manière générale, il y a un trou. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer, à déterminer exactement quels sont les intermédiaires entre le XIVe siècle et le XVIIe. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui est frappant et c'est ce qui est étrange, c'est que d'un côté, ces textes semblent très modernes, mais de l'autre, ils ont 3 siècles de retard par rapport à ce qu'on attendrait. C'est comme s'ils avaient été écrits 3 siècles avant ce à quoi on s'attendrait, comme vous le dites, Bruno. Après, il y a une différence de fond entre Bruno, c'est que Bruno affirme, lui, que cette pluralité des mondes est réelle, alors que tous les auteurs dont je parle, eux, se contentent toujours de dire que cette pluralité est possible, selon la puissance de Dieu, mais jamais réelle. J'ai une question annexe. Bruno était dominicain, Orem, il était affilié à quel ordre? Ouais, c'est très difficile à dire, mais traditionnellement, mais c'est matière à controverse, on dit plutôt qu'il est franciscain. Mais c'est matière à controverse, donc. Ma dernière, juste un commentaire annexe aussi, troisième annexe, on va dire, c'est que Bruno, lui, travaillait à partir de textes justement d'imagination, hein, quand il a beaucoup travaillé sur le Corpus Hermeticum, par exemple. Et ce qui est, voilà, le point commun, je dirais presque, entre Orem et Bruno, c'est la faculté imaginative. Et voilà, ça laisse ouvert des perspectives. Je pense que je vous rejoins au sens où, c'est un peu ce que je voulais dire, l'imagination. Je vais vous donner un exemple. Sur la question de la grandeur infinie du monde. C'est tout à fait frappant. Aristote, quand il s'y oppose, dit en gros ceci. Bien sûr, les mathématiciens s'imaginent, parce qu'on peut toujours imaginer une grandeur plus grande qu'une autre, que le monde est infini. Mais alors, il ne le dit pas tout à fait comme ça, je paraphrase, mais ils confondent leur imagination avec le réel. Et donc, on dit généralement qu'Aristote est un peu naïf, en limitant, enfin, en posant que sa science devra toujours être en accord avec l'intuition sensible. Mais en réalité,
c'est presque l'inverse. C'est que lui considère que les pythagoriciens, les mathématiciens sont naïfs parce qu'ils considèrent que le produit de leur imagination dit le réel. Et là, il y a un renversement complet entre la science telle que la comprend Aristote et la science telle que les comprennent les modernes, qui font au contraire, qui accordent une importance extraordinaire au produit de leur imagination. Et on peut dire qu'on a une science incroyablement imaginative, alors qu'Aristote, c'est quand même assez pauvre en matière d'imagination. Et quand on prend le livre du ciel et du monde, d'Orem, c'est frappant, parce que le texte d'Aristote, là aussi je caricature un peu, mais le texte d'Aristote peut avoir un côté un peu sec, c'est une série d'argumentations, avec certes quelques hypothèses visionnaires, mais c'est surtout de l'argumentation. Le texte d'Orem, lui, c'est une succession de visions cosmiques. Vous voyez, on prend une terre, on creuse un puits, on imagine plein de mondes. Ce sont des successions de visions. Donc, en fait, c'est une glose, mais c'est une glose écrite dans un style complètement différent, imaginatif, et qui, à mon avis, effectivement, anticipe vraiment l'importance que prend l'imagination, presque le fantasme, à l'époque de la science moderne. L'imagination comme faculté spéculative. Tout à fait. Spéculative, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la dimension prophétique chez Zorem, où l'âme, l'imagination, est littéralement un miroir. Il dit, c'est un speculum visionné, un miroir de vision. Passionnant, je vous remercie beaucoup. Merci. Moi, j'avais écrit une question qui est vraiment la même, mais clonée pour Nicolas Decuse, en fait. Oui. Alors là, par contre, pour le coup, Nicolas Decuse a lu Orem. Enfin, il a lu Orem. Bon, d'abord, au niveau du temps, on est sur des périodes de temps qui sont beaucoup plus courtes, mais chez Nicolas Decuse, on a des références explicites. Alors là encore, je ne parle pas de la... Moi, ce que j'ai étudié le plus, c'est le traité des configurations. Donc sur les antécédents et les suites, je connais un peu mieux ça. Alors, il est tout à fait clair que Nicolas Decuse soit a lu directement Orem, ce qui est possible, ce qui est pas, on n'en sait rien, soit a lu des auteurs de la même tradition. Par exemple, il y a vraiment un rapport entre la contradiction des opposés, tel que Nicolas Decuse la pense, et certains raisonnements en fait d'Orem dans le traité des configurations. Donc, bon, après, il y a qu'une génération d'écart en fait entre les deux, donc on est beaucoup moins. Ce serait étonnant que même s'il l'a pas lu, il n'est pas connu, parce qu'Orem est quand même quelqu'un, il meurt en 1382, c'est quand même une sommité. Lui-même, d'ailleurs, le traité du ciel et du monde, quand Orem le termine, il dit, j'ai écrit le plus grand traité qui soit de cosmologie, jamais personne n'a écrit un traité aussi grandiose que le mien. Agnès, on ne t'entend pas. Hein. Ah. Agnès, on ne t'entend pas. Du tout. Ah. On ne le voit plus non plus. Alors, du coup, on la voit plus non plus. Bon, je crois qu'elle a des petits problèmes d'ordinateur, en fait, elle m'avait dit. Donc, je sais pas, elle a une question à poser, mais on va voir si ça s'arrange. Ah, bon. Alors, j'imagine qu'il y avait Mounia qui voulait poser une question, parce que Agnès a des gros problèmes d'ordinateur, apparemment. Mais Mounia, si vous voulez apparaître. Ah, non. Je crois qu'Agnès revient. Bon. Je ne sais pas, c'est le mystère de l'informatique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh, je suis navrée, pardonnez-moi, c'est l'ordinateur qui fait n'importe quoi ce soir. Pardon, désolée. Merci beaucoup pour votre intervention. Pardonnez-moi pour mon retard de tout à l'heure pour les mêmes raisons. J'avais peut-être envie de vous poser trois petites questions, trois petites remarques. La première, qui est surtout, enfin les trois d'ailleurs seront surtout chevillées à la dernière partie de votre exposé qui m'a beaucoup intéressée. Premièrement, sur la science mathématique d'Orem de l'intensité, celle des qualités, celle des mouvements, est-ce que vous pourriez préciser singulièrement cette mathématisation sur des répertoires différenciés des degrés intensifs d'amour, de lumière, de chaleur,
parce que cette question de l'intensité, en fait, elle est effectivement aujourd'hui beaucoup travaillée par les littéraires et par les théoriciens de l'art depuis 2012 de façon très précise, afin de comprendre comment les variations d'intensité jouent au prologue des forces, des figures, des formes de la peinture. Donc cette intentio, en fait, nous la pistons dans les écrits d'artistes pour en proposer une bibliothèque lexicale. Donc la question de l'intensité, si vous acceptiez d'y revenir un instant. Deuxièmement, la question des mirabilia chez Orem et ce qu'elles font à l'imagination, en particulier lorsqu'il s'agit des merveilles de la nature. Je reprenais il y a une dizaine de jours un texte d'Arras qui rapproche précisément Lucrèce et Orem sur ce point. J'avais envie d'avoir votre sentiment. Et la dernière micro-question, elle porte sur le couple musique et magie. Et comment, lorsque ce couple est harmonique, et finalement le terme est relativement peu utilisé, c'est la raison de ma question, comment lorsque ce couple est harmonique, il est véritablement un stimulant pour l'imagination. Et là, je vois que Malraux, dans un texte qui est resté finalement assez confidentiel, un texte de 61, installe, il dit, la magie harmonique, sic, au prolégomène de l'imagination fondatrice, dit-il encore, seulement et seulement si, elle est hallucinée, fin de citation, et c'est un terme également que vous avez utilisé. Est-ce que vous pourriez me donner... Alors, je vais peut-être répondre à vos questions 1 et 3 en même temps. Enfin, sur la question de la magie et de la musique, la relation est, bon, chez Orem, la relation est très forte. Il consacre une dizaine de chapitres à la musique. Et l'une des raisons pour lesquelles il s'intéresse à la musique, c'est expliquer le pouvoir démonique, magique, de la musique. Et son explication, je vais revenir à ce que vous avez dit sur l'hallucination, mais d'abord, son explication générale est que, je ne sais pas si j'étais très clair tout à l'heure, l'une des grandes thèses physiques d'Orem, c'est que dans la nature, une cause produit un effet non pas simplement en vertu de sa force, mais de la géométrie de sa force, ce qu'il appelle la configuration. Alors il applique ça au son et à la musique. Un son, c'est un ensemble de forces. C'est une qualité qui a une intensité en hauteur, en puissance, plus ou moins fort, mais également, de manière implicite, en rapidité. Et donc, le son peut varier, et varie de différentes manières selon ces trois intensités. Et selon la manière dont ce son va varier, et il peut varier de manière harmonique ou disharmonique, bien, ces variations vont produire soit bien une belle musique, soit éventuellement des sons tout à fait épouvantables, comme c'est le cas dans la poésie d'Ovide, par exemple, ce qu'on appelle le cri de la sorcière, qui est tout à fait inaudible. C'est très étudié, ça par Béatrice de Laurenti, qui a beaucoup étudié le rapport entre l'horreur d'un cri et l'effet magique du cri. Et donc, pour Orem, l'horreur du cri, en fait, s'explique par l'horreur de la manière dont varie le son, de la manière dont varie l'intensité sonore. De ce point de vue-là, Orem pose des éléments musicaux, il pose des éléments de musicologie, et littéralement, à partir de ces éléments-là, par exemple, dire le son a une intensité, il a une puissance, il a une rapidité, l'intensité peut varier de manière harmonique ou disharmonique, la puissance peut varier de manière harmonique ou disharmonique, etc. Donc on pose des éléments, et à partir de ces éléments, Orem va essayer de rêver, vous disiez halluciner, de rêver ce que pourrait être la plus belle des musiques, en particulier la musique angélique. Et donc à partir d'éléments qu'on pose, d'éléments musicaux, on va arriver, Orem essaye d'envisager, par justement cette puissance imaginative, ce que pourrait être une musique infiniment belle. Donc, vous avez un double lien entre magie, musique, et musique angélique, musique théologie, si vous voulez, musique des anges. Alors,
pour la première question, parce que vous disiez, donc je vais à la première, je verrai si bon, en fait, je vais faire la deuxième, parce que vous parliez des mirabilia. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que tout est un peu mirabilia chez Lucrèce, alors je sais pas, mais, en tout cas, il peut pas y avoir de, enfin, bon, Orem n'est pas atomiste, c'est pas un atomiste au sens de Lucrèce, il ne postule pas des atomes de matière. Ce qu'il peut postuler par contre, ce sont des atomes de qualité. Mais une qualité n'est pas quelque chose de matériel, c'est simplement la qualité qui informe quelque chose. Donc il n'y a pas de vide, par exemple, chez Orem. Par contre, vous avez la même beauté de combinaison et de recombinaison chez Orem et chez Lucrèce, cette espèce de poésie qu'il y a dans la recombinaison. Et ce qui me, bon, c'est toujours un sujet à controverse justement. Dans quelle mesure Orem est inspiré des atomistes de l'Antiquité, et peut-être en particulier de Lucrèce, de cet atomisme-là. Ce qui, en tout cas, me vient à l'esprit, c'est que pour Orem, les merveilles de la nature, ce sont en fait des moments, des événements de la nature qui sont l'effet de configurations rares. Il y a donc une vision statistique de la merveille. Puisque les qualités peuvent avoir des configurations très compliquées, eh bien vous avez des configurations qui seront statistiquement très peu probables, très rares. Et donc c'est quand ces configurations-là ont lieu que, hop, tout à coup, se produit quelque chose de merveilleux. Donc, pour le lien, alors en fait j'ai un peu répondu à votre première question aussi. Bon, c'est très dur de répondre à la première partie de votre question rapidement parce que il faudrait que je vous explique toute la théorie d'Orem sur l'intensité. Si je peux essayer peut-être d'être bref, la théorie d'Orem a vraiment deux parties. Donc d'abord, il n'invente pas la science de l'intensité. Elle est déjà là, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la science de la latitude des formes. Et comme je l'ai dit, ça fait à peu près 30 ans qu'elle fait l'objet d'une science mathématique précise. Simplement, Orem, lui, fait deux choses. D'abord, il géométrise cette intensité, cette mathématique. Il propose un modèle géométrique. Ça, c'est le premier point, partie mathématique. La deuxième chose, c'est que il explique des faits naturels grâce à cette géométrie des intensités. Vous voyez? Donc, d'un côté, il y a la partie mathématique, et de l'autre, c'est je vais expliquer des phénomènes merveilleux grâce à cette géométrie. Et ce qui est caractéristique dans ces deux cas, et c'est peut-être la différence principale avec les autres auteurs, c'est que lui, quand il pense l'intensité, il la pense toujours en extension. Et c'est ça sa caractéristique. L'intensité qu'il pense s'étend selon une durée, ou elle s'étend selon un espace. Par exemple, du point de vue artistique, si je prends l'exemple de la musique, si son modèle mathématique lui permet d'être si bon, en fait, dans son explication de la musique, c'est parce qu'en fait, il comprend la musique comme une unité, vous voyez, une musique complète de 2 minutes, disons. Pour lui, c'est un son unique, mais un son qui varie en intensité. Et cette variation peut s'annuler. Et donc, une musique est en apparence une succession de sons, voire une succession de sons et de silences. Pour Orem, non. C'est un son unique, un son qui, lui, dans sa variation, va produire des pauses intensives et des augmentations intensives. Donc, il y a un rapport très net entre ce que dit Orem, donc des intensités qui s'étendent, et ce qui se passe en fait au niveau artistique en son temps, aussi bien en musique qu'en peinture. Parce que aussi bien en musique qu'en peinture, l'une des clés de la musique, donc de la polyphonie naissante, ou en peinture, de la perspective naissante, c'est en fait de dire que il y a dans un cas un espace qui est composé de plein et de vide, et de l'autre, dans la musique, un son qui est composé de plein et de vide, de plein d'intensité et de vide d'intensité. Et la science d'Orem est typiquement une science qui permet de penser ça. Des variations intensives qui s'annulent et qui repartent. Voilà. Merci. Peut-être il y avait une dernière question de Mounia, si elle veut intervenir. Oui, je veux bien, après, merci. C'était... Oui. Après, allez-y, montrez-vous, et puis on va clore. Alors, attendez, je vais mettre mon petit... Vous pouvez
Je ne sais pas si vous allez me voir. Alors, attendez. Voilà, j'ôte la caméra. Voilà. Merci de votre exposé. Ma question portait aussi sur l'intensité, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris la réponse que vous aviez faite à Pierre, qui me paraît, je ne sais pas si c'est tout à fait cohérent avec ce que vous avez dit à Agnès. Si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, vous disiez qu'on, d'après OREM, on ne peut mesurer l'intensité. Or, vous venez de nous expliquer que, effectivement, dans le cas de la musique, ça dépend de la façon dont on définit l'intensité, ça dépend de tout. Alors, j'ai pas très bien compris ce point. Développer, parce que ça paraît à la fois vrai et faux de dire qu'effectivement, on ne peut pas mesurer une intensité de façon. C'est une suite de conventions, donc forcément, c'est arbitraire. Forcément, c'est pas exactement ça. Enfin, la science, de toute façon, ça dépend. Mais par exemple, en physique, c'est jamais exactement. On prend des conventions et puis on essaie de les appliquer. Donc d'un côté, c'est vrai, mais c'est aussi faux parce que quand même, on s'approche pour l'esprit humain d'une forme quand même de mesure de l'intensité. Enfin, je voudrais que vous précisiez un petit peu ce que vous entendez par là, puis juste pour prolonger un petit peu la question d'Agnès sur la poésie. Voilà, un moment, c'est pareil, ce que vous disiez sur l'imagination, le fait que, voilà, OREM disait qu'à la limite, on n'a même pas besoin de mesurer du moment qu'on pense. Enfin, il s'agissait un peu de Moi, ça m'a fait penser à la lettre du voyant de Rimbaud. Je ne sais pas si vous aviez fait un rapprochement aussi. Voilà, merci. D'accord. Alors, en fait, d'abord sur la lettre du voyant de Rimbaud, que je n'ai pas du tout en tête, mais effectivement, moi, ce que j'avais en tête, c'est pour ça que j'ai commencé par Annie Lebrun quand elle parlait de l'infini qui est en nous. J'ai commencé par Annie Lebrun qui, elle, aime le surréalisme. Une de ses références, ça va être Breton. J'ai parlé de ça parce que justement, cette manière de comprendre l'imagination comme une faculté de penser à l'infini, caractéristiquement penser à l'infini, et non pas à l'infinitude du monde, et de voir dans cet infini quelque chose qui mettrait le fini sous un jour nouveau, me paraît assez moderne, en fait. Je trouve que c'est une attitude moderne à l'égard de l'imagination, d'y voir une faculté de l'infini qui ensuite nous permet de peut-être éventuellement revenir au fini sous un éclairage nouveau. Alors vous me demandiez en fait un peu deux choses là-dessus. Sur l'autre point, sur l'intensité, je vais essayer d'être clair. C'est un problème historique assez important. Historiquement, c'est déjà le cas chez Aristote. Il y a une distinction catégorique entre ce qui relève de l'intensité et ce qui relève de l'extension. De manière quasi proverbiale, par exemple, on va dire que un feu ne se réchauffe pas plus par addition de quantité de chaleur. Voyez. Alors un feu, ça se réchauffe pas. Disons une intensité lumineuse, la luminosité, ça n'augmente pas par addition de particules de lumière. C'est un renforcement. Donc le modèle traditionnel de l'augmentation intensive, c'est le modèle du renforcement d'action et non pas le modèle de l'addition de quelque chose. La raison, historiquement, c'est ce que je vous ai dit. Une intensité n'est pas divisible. C'est ce que je vais essayer de vous illustrer à l'égard du son, en disant, si vous prenez par exemple mettons un mur, d'accord, un mur est un tout, il est composé de toutes les parties qu'il compose, donc de la moitié qui va composer le mur. Donc si je prends un mur de 10 mètres, les 5 mètres du mur sont simultanément présents avec mon mur de 10 mètres. Par contre, si j'ai un son aigu, il est plus intense que le son grave, mais par contre, le son grave ne peut pas être simultanément présent que le son aigu, sinon on entendrait deux sons. Donc, cette idée de base, qui n'est pas propre à OREM, qui est une idée paradigmatique depuis Aristote, a déterminé deux domaines tout à fait distincts, le domaine des forces et le domaine des quantités. Une force n'est pas une quantité n'est pas une force. Alors, OREM, lui, ce qu'il commence à faire, c'est quantifier les forces. C'est ce que j'ai dit, en fait. Donc, il est en train de rompre avec cette rupture catégorique. Mais au lieu de dire une force en réalité est bien composée de parties, il dit non, bien sûr. La tradition a raison, une force, une qualité, etc., n'est pas composée de parties. Mais le mathématicien peut fictivement
imaginer que la qualité est composée de parties. Comment faire? C'est comme vous le dites, c'est presque une affaire de convention. D'ailleurs, lui, il va poser une convention. Si je prends un corps chaud, et si ce corps chaud réchauffe, si je prends deux corps chauds, et que je constate que mon premier corps chaud fait fondre un morceau de glaçon quand ce glaçon est à 1 mètre, alors que le deuxième le fait fondre quand le glaçon est à 2 mètres, eh bien, conventionnellement, alors qu'en réalité, il n'y a pas de rapport quantitatif entre les deux chaleurs, je peux par convention dire que le deuxième est 2 fois plus chaud que le premier. Et donc, je peux, de manière fictive, représenter la force de la chaleur par une ligne et dire, eh bien voilà, le deuxième corps est une ligne 2 fois plus grande que l'autre. Mais c'est une fiction mathématique. Voilà. Vous voyez? Je vois très bien, mais c'est ce que je vous dis, que les conventions, elles sont, mais même dès le début, enfin, on est sur une pyramide, une construction, il n'y a que des conventions, enfin, tout est faux. À la limite, tout peut être vrai et tout est faux en même temps, ça dépend de comment vous définissez. Et comment... Non, je vous donne un exemple. Je vais essayer vrai et faux, non, je vous donne un exemple. La convention qu'on choisit. Bah, non, je pense pas. Il y a vraiment. Exemple, hein, vous inquiétez pas, j'ai travaillé sur la des ouragans, mais bon, on fait des sommes, ça dépend de comment vous. Enfin, c'est pas ouais. tout, hein, je pense que la position d'Aristote se justifie plus que ce que vous. Enfin, même aujourd'hui. Je donne un exemple. Ça nous arrive à tous de mesurer, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous prenez une centrale nucléaire, on va mesurer sur une échelle de 0 à 4 le risque nucléaire. Mais personne n'est assez idiot pour dire que le risque numéro 2 est une partie du risque numéro 4. Nous créons une échelle de degrés. Vous sous-estimez la bêtise des gens. Mais ce serait une erreur. Il paraît que personne sont infinis, l'univers et la bêtise humaine. Bon, en tout cas, le doute porte sur. On comprend tous que degré 4 veut dire en fait degré où la centrale explose, et mettons degré 2, j'invente, c'est le degré où il y a une fissure quelque part. Et donc en fait, c'est pas que l'explosion est double en aucun sens de la fissure, c'est que sur l'échelle du risque que présente une centrale nucléaire, le degré 4 c'est le degré maximal, et le degré 2 c'est quand c'est un degré où on est à mi-chemin. Et traditionnellement, les mesures intensives étaient sur ce schéma-là. On crée des échelles d'ordre. Donc c'était une échelle ordonnée, mais pas une échelle de rapport, pas métrique. Donc on avait, c'est ce que vous avez par exemple en pharmacologie. En pharmacologie, il était tout à fait courant de distinguer la force d'un médicament. Mais on allait dire par exemple qu'un médicament était fort, on disait chaud. Une pommade par exemple, si elle est chaude au degré 4, c'est qu'elle vous détruit la peau. Mais si elle est chaude au degré 1, c'est juste qu'elle vous irrite un peu. Alors c'est une convention. On est d'accord. C'est une convention. Mais, par contre, il n'y a pas de sens à dire que le degré 4 représente une force quadruple du degré 2. Parce qu'en réalité, cette convention est un pur ordre et non pas une métrique. Et donc, la tradition de la mesure des forces, que vous aviez en optique aussi, en pharmacologie, c'était de définir des échelles d'ordre, mais pas métriques. Alors, Orem, lui, bascule d'une échelle d'ordre à une échelle métrique en faisant l'hypothèse tout à coup que il y a des particules de chaleur, effectivement, qui s'empilent les unes contre les unes sur les autres. Oui. Donc, il y a vraiment une différence historique très très grande. Et vous n'imaginez pas les discussions qu'il y a pu avoir en disant non. Ah, peut-être que je les imagine. Non, mais je veux dire, c'est Je vais vous arrêter parce qu'il est bientôt l'heure. Peut-être je dis une chose, c'est peut-être aussi qu'il était question aussi de la théorie des catégories d'Aristote. C'est-à-dire que les catégories ne communiquent pas. Tout à fait. Arrête. Et que donc, il y a une incommunicabilité des catégories, en particulier de la catégorie de quantité et de la catégorie de qualité. La qualité, c'est une erreur de catégorie, et donc. Voilà, c'est donc bon. Alors, écoutez, je veux vous remercier encore énormément de cet exposé. Merci à vous de m'avoir invité. Passer de la familiarité à l'étrangeté et aussi peut-être d'avoir, pour ma part, un peu mieux compris ce qu'avait pu inventer Galilée, ce qu'il avait et des grands trous, comme vous dites, des grands trous historiques. Et donc, voilà, merci beaucoup. Juste pour tout le monde, donc nous
Nous observons les vacances, qui n'existent plus d'ailleurs, puisqu'elles ont été décalées, mais on observe un trou pour les vacances, qui ne sont plus les vacances. Et on reprend le 6 mai avec Jean-Luc Nancy, qui a donné un titre à la fois simple et mystérieux, Imagination transcendantale. Voilà, et je vous renverrai à tous un programme. Merci beaucoup Philippe Debras, et puis à bientôt. Et revenez nous voir, si possible.